Bonsoir à tous, il est 23 heures. Voici les principales articulations de ce journal. Après le décès de 4 soldats ivoiriens de la MINUSMA la semaine dernière au cours d'une mission de sécurisation au Mali, le chef d'état-major général des armées était hier samedi à Tombouctou. Le général Lassina Doumbia y a traduit la compassion de toute la nation à ces soldats engagés dans la lutte contre le terrorisme au Mali. Le secrétaire exécutif de la Commission nationale des frontières de Côte d'Ivoire a présidé une rencontre relative aux problèmes liés à l'utilisation des fréquences aux frontières terrestres de notre pays. La rencontre a ouvert de belles perspectives de résolution des 10 problèmes de télécommunication à nos frontières. Également dans cette édition, on parlera de ce beau coup de filet de la brigade de gendarmerie de Dieukoué qui a mis aux arrêts un redoutable gang qui sévissait dans plusieurs villes de l'ouest du pays depuis plusieurs années. Et voilà pour les titres. Il était à Tombouctou hier samedi sur le théâtre des opérations de la MINUSMA. Le chef d'état-major général des armées est allé apporter la compassion du peuple ivoirien à ses voyants soldats. Sur la ligne de front, le général Lassina Doumbia a encouragé l'ensemble du contingent engagé dans la lutte contre le terrorisme au Mali. Le commentaire d'Abou Sanogo. Aéroport de Tombouctou. Ici, les visages sont au recueillement, les mines graves. Le souvenir de l'attaque djihadiste du mercredi 13 janvier est encore vivace dans la mémoire collective. L'annonce de la visite du général du corps d'armée Lassina Doumbia, chef d'état-major général des armées, ce samedi 16 janvier, vient illuminer cette atmosphère particulière. À son arrivée sur le camp de Tombouctou, le général de corps d'armée Lassina Doumbia a été accueilli par le général Wael Chaoupki, commandant le secteur ouest de la force de la MINUSMA, avant de recevoir les honneurs militaires rendus par un détachement ghanéen. Sur le récit des circonstances de l'attaque du convoi de la compagnie ivoirienne en mission de reconnaissance, le commandant du bataillon ivoirien, le lieutenant-colonel Kwame Jean-Marie, a révélé le caractère particulièrement violent de l'affrontement. L'on retiendra que ce n'est pas la supériorité tactique et capacitaire qui était l'ennemi ce jour-là, mais plutôt la perfidie, la traîtrise et la lâcheté. L'on note également la prompte réaction des forces ivoiriennes qui ont réussi à repousser cette attaque complexe sous des feux nourris pendant plus d'une heure avant l'arrivée des renforts et des secours. Au casque bleu ivoirien, le chef d'état-major général des armées a transmis les condoléances du président de la République Alassane Ouattara, chef suprême des armées, la compassion du premier ministre, chef du gouvernement, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko et le soutien de toute la nation ivoirienne. Aux soldats, il a demandé de tenir bon, car engagé dans un combat qui est noble et juste, adresse au cours de laquelle il a indiqué à ses hommes que les meilleures unités ne sont pas celles qui ne perdent pas d'hommes sur le terrain. Non, si tu ne prends pas de risques, si tu ne t'engages pas, tu ne perdras pas. Les meilleures unités sont celles qui n'abandonnent jamais ni leurs hommes, ni leur matériel sur le terrain et qui continuent la mission. Toute chose qu'il a retrouvée en cette unité. Et c'est ce que vous avez fait. Être capable de sécuriser sa zone, être capable de s'organiser pour procéder à l'évacuation des blessés, pour procéder au ramassage des morts, être capable ensuite, sans paniquer, de s'installer en base temporaire, reprendre la mission. Parmi les meilleures unités, celles qui deviennent excellentes, ce sont celles qui sont capables de rebondir, celles qui sont capables de réagir, celles qui sont capables de continuer leur mission. L'ambassadeur de la Côte d'Ivoire au Mali, Cheikh Bakayoko, a félicité l'ensemble du bataillon pour le sens élevé du devoir et du professionnalisme unanimement reconnu et apprécié des acteurs présents sur le théâtre malien. Je voudrais vous réaffirmer le soutien des autorités ivoiriennes pour la mission que vous menez. Nous savons que c'est une mission assez difficile, assez délicate, et l'engagement que vous avez pris est à saluer. Au cours de cette visite, le général Lassina Doumbia a inspecté les installations du bataillon ivoirien pour s'assurer que ces hommes évoluent dans un environnement propice et disposent de bonnes conditions de vie et de travail. Puis suivra une visite aux blessés légers qui sont sortis indemnes de l'attaque internés à l'hôpital du niveau 2 du camp de Tombouctou.
Les 3 blessés graves ont été pris en charge à l'hôpital militaire de Dakar, où leurs vies sont hors de danger. L'officier général a eu le mot de réconfort pour chacun. Et conformément aux traditions militaires, les casques bleus ivoiriens ont partagé un repas de corps avec le chef d'état-major général des armées. Un moment bien particulier, constitué de mets typiquement ivoiriens que le chef d'état-major général des armées a pris soin d'emporter avec lui et qui a permis de dissiper les souvenirs encore tenaces et galvaniser des hommes qui, après avoir accusé le coup, sont revigorés et plus déterminés que jamais. C'est sous le coup de 15h GMT que le général de corps d'armée Lassina Doumbia, chef d'état-major général des armées, et sa délégation ont pris le chemin du retour. Mais bien avant, le chef d'état-major général des armées, Lassina Doumbia, a reçu au quartier général du secteur ouest de la MINUSMA les admirations du général Wael Chaoufki, commandant ce secteur, du général Denis Gilensport, commandant de la force, et de Ricardo Maya, chef du bureau régional de la MINUSMA, pour la bonne tenue du contingent ivoirien. Ensemble, ils ont envisagé les défis considérables à relever et ont convenu d'adapter les actions de la force aux nouvelles formes de menaces. Ceci du fait de la nature complexe de la situation sécuritaire observée ces derniers jours. Retour aux affaires locales avec les membres du GIE Excellence, un groupement d'intérêt économique qui sollicite l'aide de l'État. En difficulté financière, le groupement, durement touché par la Covid-19, est à bout de souffle. De nombreux emplois sont menacés de disparition si rien n'est fait. Ahmed Traoré, Didier Nguissan. Assister ses membres dans la structuration de leurs entreprises, renforcer les capacités techniques, opérationnelles et financières de ses membres, faciliter la levée des fonds sur les marchés financiers nationaux et internationaux. Ce sont en outre les raisons qui justifient ce dîner gala du groupement d'intérêt économique. Selon son président, ce groupement dénommé Excellence exerce dans plusieurs domaines d'activité. L'État a dégagé une enveloppe budgétaire qu'il fallait faire absorber par des entreprises, mais des entreprises structurées, des entreprises qui collaborent avec l'État. Donc vous pouvez imaginer aujourd'hui le nombre d'emplois que nous préservons. Vous pouvez imaginer la capacité d'offrir de nouveaux emplois que nous sommes à même de pouvoir faire maintenant. Vous pouvez imaginer aussi la relance, un tant soit peu, je dis bien un tant soit peu, des activités lourdement impactées par cette malheureuse pandémie que nous avons connue en 2020. Le groupement d'intérêt économique Excellence est constitué de 40 petites et moyennes entreprises PME. Il représente un chiffre d'affaires prévisionnel estimé à plus de 96 milliards de francs CFA. Il a un effectif de 224 salariés. On parle maintenant de bonne gouvernance. Le ministre de l'Environnement et du Développement durable et celui de la Santé ont été distingués. Joseph Seka pour la protection rigoureuse des côtes maritimes et le docteur Eugène Akaouele pour la gestion de la crise de la Covid-19. Avec eux, une dizaine d'autres personnalités considérées comme des acteurs de la bonne gouvernance en 2020 ont aussi reçu leur distinction. Godefroy Okambawa. C'est au terme d'une enquête d'opinion sur des compétences, des talents et des valeurs que 14 personnalités du monde de la santé, de l'économie et de l'environnement sont distinguées par l'organisation non gouvernementale Afrique Vérité pour le compte de l'année 2020. Des récipiendaires qui s'investissent au quotidien pour l'amélioration des conditions de vie des populations, selon les initiateurs de ces prix. Cette distinction symbolise pour nous la reconnaissance de votre dévouement à notre cher pays, votre persévérance dans le travail et les valeurs que vous incarnez. Avec ce prix, c'est un appel à faire en sorte que l'excellence soit au rendez-vous dans tout ce que nous faisons. Nous comptons aller plus pour pouvoir arriver à sensibiliser tous les prestataires en santé mère-enfant, tous les médecins gynécologues et faire de telle sorte qu'en Côte d'Ivoire, il y ait la qualité des soins et des soins humanisés. Au nombre des récipiendaires, le professeur Joseph Seka, distingué meilleur ministre de l'Environnement de l'espace UEMOA. Avec lui, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Eugène Akaouele, distingué également meilleur ministre de la Santé de l'UEMOA. Ils sont distingués respectivement pour leur gestion rigoureuse de la protection de nos côtes maritimes et de la crise sanitaire liée à la Covid-19. Quand on parle d'environnement et de développement durable, il y a beaucoup de réalisations à faire, il y a beaucoup de problèmes à régler. Et nous ne faisons que commencer. Et cette distinction nous donne encore plus de tonus pour monter, pour aller davantage plus haut et toujours plus haut.
Cette distinction des meilleurs acteurs de l'émergence 2020, initiée par l'ONG Afrique Vérité, est à sa 11e édition. Elle vise à promouvoir la bonne gouvernance à travers des actions concrètes en Côte d'Ivoire et en Afrique. En Côte d'Ivoire, justement, le plan national de numérotation à 8 chiffres est arrivé à saturation. La capacité de ce plan de numérotation mobile ne permet plus de satisfaire aux besoins de certains opérateurs eu égard à l'épuisement des capacités qui leur sont individuellement réservées. Un nouveau plan de numérotation qui vise à satisfaire aux besoins actuels et à venir vient d'être adopté. Il consacre le passage de 8 à 10 chiffres. Et pour aborder le sujet, le directeur général de l'autorité de régulation des télécommunications est l'invité du magazine du dimanche de RTI 1. Il a été reçu par Hamza Diaby. On regarde un extrait de leur entretien. On va passer de 8 à 10 chiffres d'abord parce que le parc actuel des 8 chiffres est saturé. Et nous avons des services innovants. On vous parle aujourd'hui de l'arrivée de la 5G. Mais on ne va pas attendre d'être à la date pour être prêt. La Côte d'Ivoire doit prendre les dispositions bien avant. Et c'est l'une des raisons principales d'ailleurs, parce qu'il va y avoir des objets connectés. Et si nous n'avons pas assez de numéros, nous ne pourrons pas satisfaire les besoins des clientèles. Les 3 grands opérateurs, il y a Orange, MTN et Move. Vous avez un numéro certainement à 8 chiffres d'un des opérateurs, si vous pouvez me le dire, je vous donne votre numéro. J'ai tous les 3. Vous avez tous les 3. Alors, celui qui est chez Orange, garde ses premiers numéros à 8 chiffres et on commencera par 07. Donc, il y a le 10e chiffre, les 2 chiffres qui viennent de se compléter vont faire que le numéro de 8 chiffres va passer à 10 chiffres. Donc, 07 pour Orange, pour les mobiles. Et comme vous connaissez l'ancien réseau, enfin le réseau Côte d'Ivoire Télécom, qui est encore en service avec plutôt Orange maintenant, c'est plutôt 27 qu'il faut mettre devant son numéro fixe. Chez MTN, vous avez un numéro MTN de 8 chiffres, vous commencerez par 0,5. Donc 0,5 plus les 8 chiffres actuels, vous ne modifiez rien. Ensuite, pour le numéro fixe de MTN, ça sera 25. Le numéro fixe de Move, ça sera 21. Et mobile de Move, ça sera 0,1. Vous voyez, c'est plus facile. C'est plus facile. Rappelez-vous, par le passé, vous reconnaissiez vos clients, vos correspondants, en composant souvent 0,7, 0,5, 0,1, mais on est revenu à la case départ pour faciliter la vie aux consommateurs. Comment régler la difficulté de communication à nos frontières terrestres? La question était au cœur d'une rencontre de la Commission nationale des frontières de Côte d'Ivoire. Il s'agissait pour les participants de comprendre la situation de l'utilisation des fréquences aux frontières terrestres et d'apporter des solutions aux difficultés de télécommunication dans ces zones. Le compte-rendu d'Issa Chonayo. La Côte d'Ivoire partage 3600 km avec ses pays frontaliers. Des campements et villages sont confrontés à des difficultés de communication sécuritaires et même infrastructurelles, compliquant ainsi la vie des populations aux frontières ivoiriennes. En vue de trouver une solution, la Commission nationale des frontières de la Côte d'Ivoire, CNFCI, initie une rencontre avec les acteurs concernés sur l'utilisation des fréquences aux frontières terrestres ivoiriennes. Les réseaux sont importants pour des questions de sécurité. Les questions de sécurité sont des questions très importantes. Vous savez que nous sommes dans une zone assez sensible aujourd'hui. Les différentes préoccupations sécuritaires sont signalées dans cette zone-là, surtout la zone nord. Nous sommes adossés à la bande sahélo-sahélienne. Donc il est important pour nous que les populations, que tous les acteurs frontaliers aient accès à la téléphonie, puissent échanger, puissent communiquer avec les parents, puissent communiquer avec les services de l'État. Les représentants de l'Agence ivoirienne de gestion des fréquences AIGF et l'Union nationale des entreprises de télécommunications, UNETEL, exhortent l'État à investir dans les infrastructures dans ces zones. Ils appellent également les pays frontaliers au respect des accords de puissance des signaux signés en avril 2018. Il faut des actions vraiment holistiques, donc mener des initiatives pour envoyer la population
dans ces zones-là pour que les populations soient nombreuses, que les opérateurs trouvent un intérêt à aller investir. Il faut des accompagnements de l'État. En accord avec l'État, nous faisons des plans de déploiement de ces zones en fonction de l'urbanisation et donc des données d'urbanisation que nous allons recevoir, des données économiques aussi que nous allons recevoir. Il y a des plans stratégiques qui seront mis en œuvre pour pallier les déficits qu'on peut observer. Le responsable de la CNFCI et les opérateurs de téléphonie ont convenu de se retrouver afin de trouver une solution définitive à la question de la communication aux frontières ivoiriennes dans les jours à venir. Tout de suite, on fait le point de la Covid-19 au 17 janvier 2021 après le jingle. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce dimanche 17 janvier 2021 213 nouveaux cas de Covid-19 sur 2881 échantillons prélevés, soit 7,4% de cas positifs, 130 guéris et 0 décès. À la date du 17 janvier 2021, la Côte d'Ivoire compte donc 25 241 cas confirmés, dont 23 331 personnes guéries, 141 décès et 1769 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 298 847. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique rappelle que l'épidémie n'est pas terminée. Il exhorte les populations au respect des mesures barrières, notamment le port de masque dans les espaces accueillants du public et les transports en commun pour stopper la transmission du virus. Je vous le disais en titre tout à l'heure, spécialisé dans les attaques ciblées, braquages, attaques à main armée. 4 malfrats viennent d'être arrêtés par la brigade de gendarmerie de Diokoué, des malfaiteurs qui sévissaient depuis plusieurs années dans les régions du Guémon, du Cavali et du Tonkoui. C'est une correspondance d'Ève Boué. Fin des parcours pour ce redoutable gang. Ces malfrats ont été arrêtés par les éléments de la brigade de gendarmerie de Diokoué en collaboration avec la brigade de sécurité rurale 2. Âgés de 30 à 38 ans, ils étaient recherchés depuis longtemps. Auteurs de plusieurs attaques à main armée, attaques ciblées, braquages et autres méfaits. Ils opéraient principalement dans les régions du Guémon, du Cavali et du Tonkoui. On a été braqués sur la route de Fangolo. On a pris 8 millions là-bas. Après ça, on a été prendre une Mercedes encore. Bon, il y a des gens qui nous donnent des potions, qu'il y a quelqu'un qui vient avec l'argent. Maintenant, nous on s'avance et puis on s'en prend potion pour l'attendre. Dès que la personne arrive à notre niveau, il nous appelle. Nous demander, maintenant, nous on demande, il arrive à quel niveau. Maintenant, avant qu'on sorte, maintenant, moi je sors premier, je regarde sa potion. Maintenant, s'il voit qu'il est presque arrivé à notre niveau maintenant, je fais signe à l'autre, lui qui a arme là, maintenant, lui il sort. Si la personne, nous dit qu'il y a quelqu'un qui vient en l'argent, nous on casse sur en brousse. Si la personne arrive, nous on sort, on prend. Par une technique bien ficelée, mise en place par les gendarmes, un premier individu est interpellé à Diokoué. Le kidam passe aux aveux et dénonce ses complices, dont 2 qui résident à Man. Ils seront à leur tour interpellés à l'entrée de Diokoué sur l'axe Man-Diokoué grâce à un piège tendu par les enquêteurs. Ensuite, un 4e individu qui n'est autre que le receleur est arrêté à Diokoué. Les différentes perquisitions effectuées ont permis de saisir un pistolet automatique, un chargeur, des munitions de pistolet et de Kalachnikov, 3 motos et 520 000 francs CFA en faux billets. Ils ont tous été déférés au parquet de Guiglo pour répondre de leurs actes. Par ailleurs, le commandant de la compagnie de gendarmerie de Guiglo exhorte les populations à collaborer avec les forces de défense et de sécurité pour lutter efficacement contre la grande criminalité. C'était la 4e édition du genre, cette année encore. Bonne année santé, une initiative de l'ONG Perspective s'est tenue dans la commune du Plateau. Outre les activités sportives, des consultations gratuites ont été offertes aux participants. Le reportage de Walter Amadou Ouattara. Nous sommes à la 4e édition de Bonne année santé dans la commune du Plateau. Une activité initiée par l'ONG Perspective pour promouvoir la santé à travers le sport.
Bonne Année Santé répond à ce besoin-là d'offrir une activité de sport et une activité de santé à nos différentes cibles. L'innovation est que nous ayons un match de gala opposant une équipe professionnelle et une équipe locale du plateau, et puis un concert avec un maquis géant offert gracieusement aux populations du plateau. Plus de 2000 personnes ont pris part à ce rendez-vous sportif. Au cœur de cette 4e édition, des consultations ophtalmologiques et dentaires suivies d'un don de sang. Bon, moi, j'ai décidé de donner mon sang parce que je sais que ça peut sauver beaucoup en besoin. Moi-même, ça m'a déjà sauvé. J'ai bénéficié d'une consultation ophtalmologique gratuitement. Et puis, j'encourage cette initiative et je les remercie. L'une des activités majeures de cette 4e édition, le cross populaire. Il a opposé plusieurs fédérations de sport. Après avoir fait le tour de la commune du Plateau en moins d'1 heure, les vainqueurs ont été récompensés. Je suis très émue d'avoir remporté la course de 5 km. C'est un début. Cette année, je remercie Dieu de m'avoir donné la force pour pouvoir tenir. C'était pas facile, mais j'ai pu tenir jusqu'à la fin. Tous c'est bien passé. Par la grâce de Dieu, nous sommes parmi les meilleurs et nous sommes contents. Le parrain de cette cérémonie profite de l'opportunité pour rappeler aux participants l'importance du respect des mesures barrières contre la Covid-19. Que nous puissions donc sensibiliser les populations par rapport aux mesures barrières et à cette pandémie. 2020 a été une année particulièrement difficile pour le pays, pour chacun d'entre nous. Et 2021, je souhaite qu'elle soit une année heureuse, pleine de bonnes choses pour chacune et chacun des habitants de notre chère commune. Créée en 2014, l'ONG Perspective œuvre entre autres à l'autonomisation des femmes et à la lutte contre la pauvreté. On va maintenant parler de la cohésion sociale à la faveur de l'élection présidentielle passée. Les mouvements de contestation ont enregistré des dégâts matériels dans le département de Tibissou. Plusieurs victimes, sinon principales victimes de ces causes, la famille du ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, Amédée Kofi Kwaku. 3 mois après les événements, chefs coutumiers, associations de jeunesse et élus locaux renouent le dialogue avec le fils, par ailleurs, maire de Divo. On regarde le compte-rendu de Clément Boko. Une forte délégation de chefs coutumiers et de jeunes de Konde-Yaokro dans le département de Tibissou au domicile du ministre Amédée Kwaku, cadre du RHDP et par ailleurs maire de la commune de Divo. Ils sont venus renouer le dialogue avec leur fils, le ministre Amédée Kwaku, après les événements post-électoraux. Des menaces de mort et plusieurs dégâts matériels ont visé principalement la famille du ministre et cadre du RHDP à Konde-Yaokro, son village maternel. Après s'être parlé à cœur ouvert, ils décident de faire table rase du passé et repartir sur de bons pieds. Nous sommes venus, nous chefs, librement, voir notre frère, le ministre Amédée, pour présenter les excuses du Tchéwi à notre frère, car nous ne partageons pas le comportement de certains jeunes et de ces jeunes qui se sont comportés comme de vrais vandales. Heureusement, monsieur le ministre nous a compris. Il a accepté notre pardon et nous voulons lui dire merci. Il y a une mission de bon office mise en place par les chefs du département de Tibissou. En partant d'ici, nous allons faire des tournées dans les villages respectifs pour passer le message de cohésion, de paix dans le Tchéwi, afin que ce que nous avons vécu ne soit qu'un mauvais souvenir. Partie prenante à ces actes de vandalisme, les jeunes de Bomizambo et Konde-Yaokro, à quelques kilomètres de Tibissou. La politique est faite pour se développer et non pour faire la guerre. Certains n'ont pas compris. Nous allons nous atteler à leur expliquer, faire un travail de fond pour ne plus que cela arrive. Prennent part à ces échanges les maires des communes de Tibissou, Kwasi-Kwasi-Kro et Prikro et les chefs traditionnels de la région du Lodjibois. Tous ont salué l'acte et appelé les populations au vivre ensemble.
Toujours au chapitre de la cohésion sociale, le chef central de la commune de Méagui a initié jeudi dernier une rencontre avec les chefs de communautés autochtones et allogènes de la localité. Une rencontre pour prôner la paix et la cohésion sociale dans le département et dans la région de la Nawa à l'approche des élections législatives qui se tiendront en mars prochain. Des populations de Méagui qui affichent leur intention de soutenir le dialogue politique entamé par le gouvernement et les partis de l'opposition. Le commentaire de Jean-Marc Djadji. Les chefs de communauté Agni, Baoulé, Bété et Bakoué de la commune de Méagui sont sensibilisés sur les notions de paix, de responsabilité et de citoyenneté. Ces autorités coutumières disent adhérer à ces idéaux et invitent les jeunesses de leur localité à éviter les conflits intercommunautaires. Ils appellent les populations du département à la retenue, surtout à l'approche des élections législatives de mars prochain. Dès que nous sortons d'ici, on arrive à la maison, on invite tous nos parents, notre jeunesse, pour les informer et puis pour les sensibiliser, en fait, qu'il n'y ait pas de problème. Ça nous permet de toujours de mieux nous connaître et profiter aussi pour alourdir, approfondir la cohésion qui est entre nous et nos frères venus d'ailleurs. Cette rencontre est une initiative du chef central de Méagui qui s'engage à rassembler les acteurs politiques de la région de la Nawa. Il était donc important à l'oreille, surtout que les élections législatives approchent, qu'on se retrouve encore, d'abord faire le point de ce qui est passé. Nous avons constaté que rien de mal ne s'est produit à Méagui. Et pour relancer encore notre jeunesse et notre population à se tenir quoi ? À se tenir tranquille. Les populations de la commune de Méagui fondent leur espoir sur le dialogue entre tous les partis politiques pour une paix durable en Côte d'Ivoire. Un mot de culture à présent. Le Djaka Festival était à sa 10e édition à Divo, une lucarne sur la culture d'Ida et Gaudier qui a mis l'accent sur la cohésion et la paix au regard d'un moment de trouble vécu dans la région. Le film de la célébration avec Franck Quadio. Le crépitement du tam-tam et le martèlement des pas des danseurs, une symphonie entraînante, ce sont des scènes de la vie quotidienne, une caractéristique du Zaurada, danse initiatique. Cette partie de danse-là, représente la vie quotidienne que nous passons au village. Oui, le chant, le matin on va au champ. Des fois aussi on se fâche, on se bat, ça relate toute la vie quotidienne. On initie les enfants, les jeunes enfants. Il n'y a pas que la danse en pays d'Ida. Le Djaka Festival à Divo, c'est aussi le rendez-vous de la gastronomie avec le tchétchara, du textile à travers le fameux raffia tissé, le Nigbeli Lokui, sans oublier les rites et coutumes traditionnelles des peuples d'Ida, Gaudier et leurs alliés. Cette édition du Djaka Festival, la 10e, a une saveur particulière. La 10e édition a pour thème la paix. Et chez nous, nous parlons de Bobla. Bobla est une feuille symbolique qui détermine la paix. C'est comme le drapeau blanc. Au regard de l'actualité politique, socio-économique, nous avons pensé que prôner la paix entre nous en Côte d'Ivoire, c'était important. C'est pour cette raison que nous avons opté pour ce thème, la paix. Le peuple acquiert comme peuple invité d'honneur, mais aussi l'apport traditionnel des Achans du sud du pays, toute une synergie pour porter la culture à travers la paix. Parce que vous le savez, nous avons traversé des périodes difficiles. Donc ce thème cadre avec la volonté de ce peuple-là de tourner cette page définitivement et pour vivre en paix dans l'intérêt du développement et du bonheur de cette population du Lodjibois. Les Didas sont le peuple qui a le plus d'alliés en fait, dans ce pays. Donc voilà, on a toujours prôné ça. Et cette année, avec la 10e édition, on voulait vraiment formaliser ça, l'union, la paix, la cohésion sociale. Nous prenons depuis 2015 que le festival est le creuset, n'est-ce pas, de la cohésion sociale. Parce qu'ici, il n'y a pas d'ethnie, il n'y a pas de parti politique, tout le monde se retrouve autour d'un idéal. Parler de cohésion, de paix par le rassemblement des peuplades réunis sur un même sol, c'est l'exercice recommandé par les différentes personnalités venues soutenir cette célébration culturelle. Notre pays vient de traverser une période difficile, donc nous avons lancé un appel
au nom de M. le Premier ministre pour que la paix et la cohésion continuent de régner dans la région de l'Aude-d'Ivoire, parce que c'est la paix et la cohésion qui permettront donc à notre région d'aller de l'avant. C'est-à-dire la région a besoin d'infrastructures et ces infrastructures ne peuvent se réaliser que lorsqu'il y a la paix. Un Djaka Festival Bobla 2020 encore plus en couleur et en ferveur, avec en prime d'autres activités ludiques telles le sport, mais surtout le Djaka Off marqué par des soirées illuminées. L'édition 2020 a clos ses portes pour mieux ouvrir celle de l'édition 2021. Du sport, du football avec le Total Chan 2021 qui se poursuit. La RDC a battu le Congo sur le score d'1-0. C'était le derby tant attendu du fleuve Congo, un duel qui a tourné à l'avantage des Léopards qui ont battu les Diables Rouges, une rencontre qui a tenu toutes ses promesses. Et puis un peu plus tôt, le MENA du Niger rencontrait les Chevaliers de la Méditerranée de la Libye. Au bout de 90 minutes d'un match rythmé et enlevé, les deux équipes se sont séparées sur un score vierge, 0 but partout. De part et d'autre, les deux équipes allument la mèche par le biais de leurs différentes attaques, sans succès. Et ce, grâce à la baraka des derniers remparts libyens et nigériens. Sans surprise, la pause intervient sur le score de 0 but partout pour le premier match de la poule B. La physionomie de la rencontre ne varie guère, puisque l'on assistera à la maladresse des attaquants. Les Chevaliers de la Méditerranée de Libye en rouge et noir, vainqueurs de l'édition 2014 et demi-finalistes du dernier tournoi, vont espérer jeudi 21 janvier pour la deuxième journée un exploit devant les Léopards de la République démocratique du Congo, le double champion. Le MENA du Niger, de son côté, se jaugera au Diable Rouge du Congo. Le commentaire était assuré par Patrick Dadier. Et puis hors de chez nous, J-3 avant l'investiture de Joe Biden. Tous les États américains sont en alerte ce dimanche 17 janvier. Selon les informations du FBI, des partisans de Donald Trump, mais aussi des groupes d'extrême droite pourraient organiser des manifestations armées autour des lieux de pouvoir à travers le pays afin de protester contre ce qu'ils considèrent toujours comme une élection volée. Du côté de Washington, les préparatifs d'une investiture sous haute surveillance ont déjà commencé, avec une capitale placée en état d'alerte. Ce journal est terminé. Il a été préparé par l'ensemble de la rédaction de RTI 1. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programmes sur RTI 1. Bonsoir et que la paix soit chez vous.